Hello les voyageurs, de retour d'un road trip d'un mois en Pologne et à travers les pays baltes, je vous partage mon périple en vidéo. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir la Pologne. Au programme, une immense tour d'observation, une étonnante église scandinave, une chapelle fédoce, des complexes nazis secrets, plein de châteaux et de villes médiévales, des lutins en bronze, des monastères, un étonnant désert, des mines de sel magnifiques, de belles maisons fleuries, une rare communauté mongole et des bateaux qui roulent sur l'herbe. Alors, prêt pour l'aventure ? Générique. Après avoir traversé l'Allemagne sans aucun bouchon ni même aucun ralentissement, je sais, c'est incroyable, me voilà en Pologne, du côté de Mirsk, à quelques kilomètres de la frontière tchèque. Je dors ce soir au pied du Skywalk, une tour d'observation que j'irai visiter demain matin. La randonnée pour atteindre le Skywalk depuis le parking où j'ai laissé Bernie, mon fidèle destrier, longe un cours d'eau. Elle n'est pas bien longue, mais purée, ça grimpe fort. Après une grosse demi-heure de marche, j'arrive enfin au Skywalk. Vu d'en bas, l'édifice est déjà impressionnant. L'accès à cette attraction touristique majeure me coûte un peu plus de 16 €. Avec ses 62 mètres de haut, c'est la plus haute tour d'observation de Pologne. La montée jusqu'au sommet de cette structure moderne en bois et en acier qui domine les montagnes se fait le long d'une passerelle en pente douce d'une longueur totale de 850 mètres. L'absence de marche la rend accessible aux familles avec poussette et aux personnes en fauteuil roulant. Les plus téméraires osent emprunter des raccourcis. J'accède à la plateforme d'observation. Il y a pas mal de vent. Un filet de corde suspendu dans le vide garantit aux plus courageux des sensations fortes. Bon allez, je me lance. Une passerelle au sol en verre totalement transparent donne vraiment l'impression d'être en lévitation au-dessus de la cime des arbres. Sous mes pieds, 62 mètres de vide. C'est un peu flippant, mais la vue à 360 degrés sur les montagnes et les forêts de Gézira est fantastique. Bien qu'il soit possible de redescendre à pied par la rampe, je décide d'emprunter le toboggan de 105 mètres de long qui me permet pour 2,50 € de revenir au sol en une quinzaine de secondes. Ok. Wyprostuj, tak. Okej. Ok. Wypnij legę, no.
Ok. No, no, no. Hop. Ok. Ok. Je retrouve Bernie, mon compagnon de voyage à 4 roues motrices, et je reprends la route. L'endroit me rappelle étrangement mon périple en Scandinavie. Cette Stavkirke a été initialement construite vers 1200 dans le village de Vang, dans le sud de la Norvège. Vouée à la destruction, elle a été rachetée par le roi Frédéric Guillaume IV de Prusse et reconstruite ici en 1842 dans les montagnes des Sudètes. Elle conserve ses ornements d'origine, inspirés de l'art viking, dont en particulier des dragons sculptés sur le toit pour conjurer le mauvais sort. Les ferronneries incrustées sur les portails sont elles aussi de style scandinave. Le clocher en pierre, quant à lui, n'est pas d'origine et a été rajouté. Je reprends la route. Après une petite incursion en Tchéquie, j'arrive à la chapelle des crânes. C'est un sanctuaire unique en Pologne dont les murs et les plafonds sont entièrement tapissés par plus de 3000 crânes et os humains. L'endroit est particulier, mais ne vaut franchement pas le détour. 5 € l'entrée et pas le droit de filmer ou de prendre des photos. La route est vraiment mauvaise sur les axes secondaires. Me voilà équipé pour aller découvrir un complexe souterrain nazi secret qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Le projet Reise, le géant en français, est un complexe de 7 réseaux souterrains qui devait permettre d'abriter les derniers bastions nazis d'Europe. Les laboratoires militaires devaient produire des armes biologiques et des fusées V2 contenant des têtes nucléaires. Le réseau pouvait accueillir jusqu'à 20 000 soldats. Les galeries étaient toutes connectées au château de Xiaz qu'on ira visiter un peu plus tard et où aurait alors résidé Adolf Hitler. Pas moins de 13 000 prisonniers juifs ont construit ce réseau inachevé. La plupart y sont morts soit de fatigue, soit exécutés dans le but de garder le site secret. Suite au sabotage du complexe par les nazis sentant la défaite arriver, aujourd'hui, seulement 1700 mètres de galeries sont visibles. La visite dure un peu plus d'1 heure et coûte un peu moins de 10 €. Si vous souhaitez visiter ce lieu, prévoyez des habits chauds, car dans les galeries, ça caille. Le site est peu touristique et même s'il n'y a pas beaucoup d'infos sur place, la visite vaut vraiment le détour. Bivouac ce soir tout seul sur le parking. C'est le 3e plus grand château de Pologne et l'un des plus mystérieux. Construit à la fin du XVIIIe siècle, ce château perché sur une colline boisée a été remanié au fil des siècles,
mélangeant les styles gothique, baroque et néo-renaissance. Saisi par les nazis en 1941, le château est devenu un site clé du projet Reise. Dans les environs serait éventuellement caché dans un tunnel ferroviaire, lors dérobé par les nazis. L'endroit suscite un intérêt mondial auprès de tous les chercheurs de trésors. Perso, j'ai bien cherché, mais j'ai rien trouvé. Bivouac pour 2 nuits au camping pour aller visiter la ville de Breslau. Généralement, je ne visite pas trop les villes, mais là, c'est quand même la ville mythique de l'arrivée du célèbre rallye off-road Berlin-Breslau. Alors, arrêt obligatoire. Je change de moyen de locomotion pour aller visiter la ville en tram. Avec ses 110 ponts et passerelles sur le fleuve Oder, la ville est surnommée la Venise polonaise. Rýnek, la place du marché, est l'une des plus belles places d'Europe. Le pont de la Sorcière, qui joint les 2 tours de l'église Sainte-Marie-Madeleine, offre un beau panorama sur la ville. Un peu plus de 4 € l'accès. Breslau est aussi connu pour héberger plus de 800 petits lutins de bronze disséminés à travers la ville pour commémorer le mouvement contestataire Alternative Orange qui peignait dans les années 80 des lutins sur les murs de la ville comme symbole de résistance pacifique et ironique contre le communisme. Pas compliqué à trouver, il y en a vraiment partout. La chasse aux lutins est même devenue l'attraction touristique phare de la ville. Au Moyen Âge, peindre la façade de son immeuble de couleur vive était un symbole de grande prospérité. Les riches marchands du centre-ville affichaient ainsi leur fortune. La place du Sel accueille l'un des rares marchés aux fleurs à être ouvert en permanence. Peu importe l'heure du jour ou de la nuit, les étals de ce marché regorgent de roses, de tulipes et de compositions florales. Breslau possède un patrimoine religieux exceptionnel, profondément marqué par le style gothique de briques, typique de l'Europe du Nord. Cathédrale, basilique, église, bref, plus d'une centaine d'édifices religieux toutes confessions confondues, tous les uns plus beaux que les autres. Autre curiosité à ne surtout pas manquer, c'est le panorama de la bataille de Raklovice. C'est une peinture monumentale en trompe-l'œil de 114 mètres de long sur 15 mètres de haut qui a été peinte en 1894. Elle est disposée en cercle à 360 degrés à l'intérieur d'une rotonde. C'est génial! Je suis planté là, au beau milieu d'une plateforme centrale, et l'illusion visuelle est bluffante. L'œuvre commémore la bataille de Raklovice, qui s'est déroulée le 4 avril 1794 et qui retrace la victoire héroïque des insurgés polonais contre les troupes de l'armée impériale russe. Un audio-guide en français m'explique la bataille dans ses moindres détails. Le génie du tableau vient de l'intégration d'un faux relief installé au premier plan. Du sable, des pierres, des armes au sol, bref tout un tas de trucs qui se fondent parfaitement dans la peinture et qui effacent la frontière entre la réalité et la toile.
un chef-d'œuvre visuel qui date, je vous le rappelle, de la fin du 19e siècle. C'est tout simplement incroyable et je pense que la sensation de réalité est impossible à partager en vidéo. Bref, faut le vivre. L'entrée coûte environ 12 €, mais franchement c'est impressionnant et je n'avais encore jamais vu un truc pareil de ma vie. Pour l'anecdote, sachez que cette peinture sur toile qualifiée d'anti-russe a été cachée pendant des décennies pour la préserver et n'a été révélée et ouverte au public qu'en 1985. Si vous ne devez voir qu'une seule chose à Breslau, ben je crois que c'est ça. Enfin bref, ça m'a carrément scotché. Je termine la visite de Breslau par la Halle du Centenaire, un monument emblématique de l'architecture communiste classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Érigé au tout début du XXe siècle pour commémorer le centenaire de la victoire des troupes prussiennes, russes, autrichiennes et suédoises sur Napoléon, cette cathédrale de la démocratie était en 1913 la plus grande structure en béton armé du monde. Son dôme impressionnant, d'un diamètre de 65 mètres et d'une hauteur de 42 mètres, témoigne d'une ingénierie novatrice pour le début du XXe siècle. En 1948, l'Iglica, une flèche métallique monumentale de 96 mètres de haut, a été érigée devant le bâtiment. À l'arrière de la halle du Centenaire, une fontaine monumentale s'étend sur près d'1 hectare. C'est l'une des plus vastes d'Europe. En été, le système comprend plus de 300 jets d'eau. La nuit, les jets d'eau sont synchronisés avec 800 points lumineux colorés, des lasers et une puissante sono. En hiver, le bassin est vidé et l'espace est reconverti en une immense patinoire. Après une journée à sillonner de long en large les rues de Breslau, c'est fatigué mais content que je retrouve Bernie, ma machine à voyager, qui m'attend sagement au camping. Grosse étape de route pour rejoindre le monastère de Jasna Gora, fondé en 1382 par l'ordre de Saint Paul le Ier ermite. Ici, des moines paulins gardent les lieux. Le monastère abrite l'icône miraculeuse de la Vierge Noire qui aurait été peinte par Saint Luc. Fortifié au XVIIe siècle, le monastère s'est transformé en véritable forteresse, devenant le symbole de la résistance nationale en 1655, quand une poignée de moines a repoussé l'armée suédoise bien supérieure en nombre. Suite à cette victoire jugée miraculeuse, le roi a proclamé la Vierge Marie reine et protectrice de la Pologne. La salle du trésor renferme de nombreuses collections religieuses de très grande valeur. Aujourd'hui, le site attire des millions de pèlerins. C'est d'ailleurs le principal centre spirituel et le plus grand lieu de pèlerinage de Pologne. Il est comparable à Lourdes ou à Fatima. Si vous passez dans le coin, faites-y une halte, mais ne faites pas exprès un détour, sauf si vous êtes fan de bondieuserie. Bonne nouvelle, l'entrée sur le site est gratuite, tout comme le stationnement sur l'immense parking. Avec ses 33 km², le désert de Blédo est la plus grande zone de sable mouvant de Pologne.
La couche de sable varie de 40 à 70 mètres d'épaisseur. Les glaciations successives ont progressivement déposé des quantités énormes de sable dans la vallée où se trouve aujourd'hui ce désert. Pendant longtemps, l'action du vent et de l'eau sur ces vastes étendues a entravé la croissance de toute végétation. Pourtant, après la dernière période glaciaire, une forêt dense a toutefois pu s'y développer. Mais dès le XIIIe siècle, l'exploitation intensive des mines d'argent et de plomb établies dans la région et qui nécessitait de plus en plus de bois pour étayer les puits et les galeries, plus le pompage systématique des eaux souterraines, ont conduit à la création de ce désert anthropique. Le site étant classé Natura 2000, il est interdit d'aller y mettre les roues. Je me contente donc de bivouaquer sous la pluie sur le parking d'un des points de vue qui surplombe cet étonnant désert. Il pleut à verse sur la Pologne. Pas le temps d'attendre le beau temps, alors je zappe Cracovie et je file m'abriter sous terre aux mines de sel de Wieliczka. Bon, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée, il y a du monde. Après avoir descendu 380 marches d'un coup pour atteindre 64 mètres de profondeur, je m'enfonce dans un labyrinthe de galeries en pente douce. Le réseau complet est gigantesque. 9 niveaux, 327 mètres de profondeur, plus de 300 km de galeries et plus de 2000 chambres. Le parcours touristique ne fait que 3,5 km, soit à peine 2%. J'y découvre une vingtaine de salles magnifiques, pleines d'œuvres sculptées dans le sel par les mineurs eux-mêmes. Un travail splendide. Un peu d'histoire. Il y a 15 millions d'années, ici, il y avait la mer. Emprisonnée par la création de la chaîne montagneuse des Carpates, la mer a fini par s'évaporer, laissant sur place d'immenses dépôts de sel. La mine est exploitée depuis le XIIIe siècle. Des chevaux faisaient tourner d'immenses manèges en bois qui hissaient les blocs de sel jusqu'à la surface. À l'époque, le sel représentait un tiers des recettes du trésor royal polonais. Aujourd'hui, la mine n'est plus exploitée et le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je poursuis ma visite jusqu'au clou du spectacle, la chapelle San Kinga. Située à 101 mètres sous terre, c'est une véritable église de 54 mètres de long où tout est en sel. Le sol poli, les bas-reliefs, dont la réplique du tableau La Seine de Léonard de Vinci. Ici, même les lustres sont en cristal de sel. Franchement, c'est magnifique. Plus loin, après avoir traversé des lacs saumâtres, j'arrive au pied d'une immense structure en bois qui soutient le plafond. Le bois, vieux de plusieurs siècles, est blanc car saturé de sel. Dans la mine, l'absence totale de bactéries, parasites ou champignons garantit un air d'une pureté exceptionnelle. Après avoir traversé des salles de restauration, je remonte à la surface en empruntant l'ascenseur qu'utilisaient jadis les mineurs. Faut que je rentre le ventre alors. Hop là. Thank you. Bref, 2 heures de visite au top avec un guide qui parle en français. Attention,
Il n'y a que 2 créneaux par jour pour les visites en français. De mémoire, une à 12h15 et l'autre à 15h15. Pour info, j'ai pris mon billet d'entrée directement sur place le jour même sur une borne numérique, mais pendant la haute saison estivale, je vous conseille de réserver votre billet à l'avance et en ligne. Prévoyez des vêtements chauds, car la température dans les mines oscille entre 17 et 18 degrés, même en plein été. Cette escapade souterraine m'a coûté un peu plus de 37 € d'entrée et 10 € de parking. C'est un peu cher, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Je vous la recommande vivement. Laissez-moi vous présenter ma batterie Elite 100V2, une station électrique portable de 11,5 kg, embarquant une batterie lithium fer phosphate de 1024 Wh, capable de délivrer une puissance continue de 1800 watts à travers ses 9 ports. Elle se recharge à 80% en seulement 45 secondes sur secteur, tout en acceptant jusqu'à 1000 watts de panneaux solaires. C'est un super produit que j'utilise quotidiennement pour recharger mes caméras d'action, mon téléphone, ma tablette, mon drone, mon ordinateur, ma cigarette électronique, bref, tous mes appareils connectés. C'est elle aussi qui alimente l'éclairage à l'aide de Bernie, ma machine à voyager, une fois la nuit tombée, et mon antenne satellite Starlink. Je recharge ma Blue Yeti Elite 100V2 avec le panneau solaire de 130 watts que j'ai installé sur le toit de ma cellule. Et s'il n'y a pas de soleil, ben c'est pas grave, j'utilise alors mon Blue Yeti Charger 2, un chargeur DC-DC de 1200 watts que j'ai installé sous le siège conducteur. Branché sur l'alternateur de mon 4x4, il recharge ma batterie Nomad 13 fois plus vite qu'une prise allume-cigare classique. Il me suffit de rouler une petite heure pour recharger ma batterie Nomad. C'est top. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à visionner toujours sur ma chaîne les vidéos de présentation de ces deux produits. Et si vous souhaitez vous aussi bénéficier de ces produits, j'ai négocié pour vous 5% de réduction sur tous les produits de la marque Blue Yeti avec le code qui s'affiche maintenant à l'écran. Mais revenons à notre vidéo. Bivouac ce soir sur un chemin forestier. J'espère que la pluie va s'arrêter, sans quoi demain, je risque de devoir faire une petite séance de treuillage pour sortir de la forêt. La pluie a cessé durant la nuit, le sol est détrempé, mais ça passe. Je poursuis ma route à travers la Pologne en direction du village de Zalapi. Ce village rural est mondialement connu pour sa tradition unique et colorée, faite de motifs floraux peints sur les maisons, les granges, les puits, les ruches et même les niches des chiens. C'est pas compliqué, il y a des peintures florales partout. Beaucoup disent que c'est le plus beau village de Pologne, mais à coup sûr, c'est le plus photographié. Cette coutume de peindre les maisons remonte à la fin du 19e siècle et est née d'un besoin purement pratique. À cette époque, les maisons étaient chauffées par des poêles à bois sans cheminée. La fumée s'échappait par des ouvertures dans le toit et noircissait inévitablement les murs et les plafonds. Pour redonner de la luminosité à leur intérieur, les femmes du village blanchissaient régulièrement les taches tenaces à la chaux. Elles ont ensuite agrémenté les murs de peintures colorées, de bouquets et de guirlandes de fleurs, de plus en plus complexes, et ont commencé à peindre l'extérieur des habitations. Même si l'installation de cheminées modernes a éliminé le problème des taches de suie, la tradition a perduré, devenant un véritable art populaire, transmis de génération en génération. Je reprends la route en direction de Lublin pour aller visiter le camp de concentration et d'extermination de Majdanek.
J'arrive en fin d'après-midi et vu l'heure, on me laisse entrer gratuitement sur le site. Je n'ai à payer qu'un peu plus de 2 € de parking. Faut que je fasse la visite au pas de course, mais l'avantage, c'est que j'ai le site quasi pour moi tout seul. Contrairement aux autres camps qui étaient plutôt cachés, le KL Lublin, plus communément appelé Majdanek, était un camp de concentration et d'extermination nazie construit à la vue de tout le monde à la périphérie de la ville. D'une capacité allant jusqu'à 150 000 détenus, c'était le plus grand camp de concentration d'Europe occupée. Contrairement à d'autres centres qui avaient un but unique, Majdanek combinait plusieurs fonctions. Camp de travaux forcés, camp de concentration, camp de transit et camp de mise à mort. Les prisonniers étaient entassés dans des baraquements en bois rudimentaires, sans installation sanitaire de base, survivant difficilement face à une pénurie drastique d'eau, de nourriture et de médicaments. Des épidémies massives, notamment de typhus, s'y sont déclarées à plusieurs reprises. Le groupe le plus important de prisonniers était constitué de juifs polonais, slovaques et tchèques, suivis par des prisonniers de guerre soviétiques et des prisonniers politiques polonais. Environ 150 000 personnes ont été internées au KL Lublin. Les estimations historiques actuelles évaluent le nombre de victimes mortes à Majdanek à environ 78 000 personnes, dont environ 60 000 étaient juives. Les meurtres s'effectuaient par le travail forcé exténuant, la faim et les fusillades. À l'automne 1942, des chambres à gaz et des fours crématoires furent construits. Les SS utilisaient le monoxyde de carbone, mais surtout le zyklon B, pour asphyxier leurs victimes. Selon les archives, près de 7700 kilos ont été utilisés dans ce but. Dans cette petite maison blanche habitait Anton Thumann, le physicien SS et chef du camp qui pratiquait des expériences sur les prisonniers. En juillet 1944, face à l'avancée rapide de l'armée rouge, les SS ont évacué une partie des prisonniers vers l'ouest, mais ont été pris de court par la vitesse de l'offensive. Contrairement à d'autres sites sabotés ou rasés, les infrastructures d'extermination, le crématorium et plusieurs secteurs de baraquement sont restés presque intacts. Aujourd'hui, un mémorial a été dressé en hommage à toutes les victimes du KL Lublin. Selon les Polonais que j'ai rencontrés sur place, la visite de Majdanek est une bonne alternative au trop fréquenté camp d'Auschwitz-Birkenau qui serait devenu, dixit, une véritable usine à fric. Enfin bref, c'est l'esprit chamboulé pour avoir vu de visu ce que l'homme est capable de faire à ses congénères que je quitte ce site tristement célèbre. Je reprends la route en direction de la frontière biélorusse. Arrêt dans une communauté tatare d'origine turco-mongole, une minorité ethnique et religieuse installée au nord-est de la Pologne. Rien d'étonnant au fait que je puisse y visiter une yourte. Ce sera pour moi
Un petit aperçu de ce que je découvrirai lors de mon futur gros projet de voyage en Mongolie. Vivement la retraite. Enfin bref, malgré des origines orientales, les Tatars se considèrent pleinement polonais. Ils ont d'ailleurs toujours combattu aux côtés des Polonais dans toutes les grandes guerres de l'histoire de la Pologne, y compris contre l'Empire ottoman ou durant la Seconde Guerre mondiale. Un bel exemple d'intégration. Dans le village, on peut visiter une rare mosquée en bois, peinte en vert, la couleur de l'islam. Construite au début du XIXe siècle, c'est la mosquée la plus ancienne de Pologne. Bien qu'isolée dans une région majoritairement catholique et orthodoxe, les Tatars ont abandonné leur langue d'origine, mais ont farouchement préservé leur foi sunnite. L'islam est resté le ciment de leur identité culturelle au fil des siècles. Bivouac ce soir à quelques centaines de mètres de la frontière biélorusse. La tanière du loup était le nom de code désignant le principal quartier général d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Construit au milieu d'une forêt protectrice entourée de lacs et situé à l'écart des principales routes, le complexe occupait une superficie de 6,5 km². Il comprenait environ 200 bâtiments, dont une vingtaine de bunkers géants. Les toits des blocos et des maisons étaient recouverts d'herbes et de filets de camouflage. Une véritable ville cachée sous les arbres qui abritait 500 officiers, 500 civils et 1500 soldats. Le complexe était quasi invisible depuis les airs et n'a jamais été découvert par les avions alliés car trop bien caché dans la forêt. Hitler y passera la majeure partie de son temps à partir du déclenchement de l'opération Barbarossa, le nom de code donné à l'invasion de l'Union soviétique, soit de 1941 jusqu'à son repli à Berlin en janvier 1945. La tanière du loup est historiquement célèbre pour avoir été le théâtre de l'opération Valkyrie. C'est ici qu'a eu lieu l'attentat du 20 juillet 1944 mené par le colonel Klaus von Stauffenberg qui, voulant tuer Adolf Hitler, a introduit une bombe dissimulée dans sa serviette lors d'une réunion militaire. La bombe a explosé, tuant 4 personnes, mais Hitler s'en est sorti légèrement blessé. Le complexe était divisé en plusieurs zones. Dans la plus importante, la zone de sécurité 1, se trouvait le bunker du Führer et des abris en béton pour les membres de son premier cercle comme Göring, Bormann, Keitel et Jodl. Cette zone abritait en tout 10 bunkers, tous camouflés et protégés par 6 à 8 mètres de béton armé. Les bunkers d'Hitler et de Keitel possédaient des pièces permettant la tenue de conférences militaires. La zone de sécurité 2 comprenait des baraquements militaires et des hébergements pour plusieurs ministres importants du Troisième Reich et pour le bataillon spécial de protection du Führer. La zone 3 assurait la sécurité extérieure du complexe avec des bâtiments pour les gardes et les troupes spéciales de sécurité. Le tout était protégé par des champs de mines. Non loin se trouvaient des installations pour les équipes opérationnelles de la Wehrmacht. Les quartiers généraux de l'armée étaient situés à plusieurs kilomètres au nord-est du complexe. Toutes ces installations étaient desservies par un aérodrome et par des voies de chemin de fer. Au plus haut de son activité, environ 2000 personnes vivaient et travaillaient dans la tanière du loup, dont seulement 20 femmes. À noter qu'Eva Braun n'y est jamais venue.
Face à l'avancée de l'armée rouge, le site a été abandonné en novembre 1944 et le 25 janvier 1945, les ingénieurs allemands ont fait sauter les installations en utilisant des tonnes d'explosifs. Mais en raison de la robustesse des structures, la plupart des blocs de béton ont simplement été fracturés ou soulevés sans être pulvérisés. L'entrée sur le complexe de la Tanière du Loup m'a coûté un peu moins de 12 €. Bivouac ce soir pour 15 € sur l'aire de camping-car du site. Des bateaux qui roulent sur l'herbe? Non, vous ne rêvez pas. Ça existe pour de vrai. Le canal d'Elblag est un chef-d'œuvre d'ingénierie hydraulique unique au monde. Sa célébrité mondiale ne vient pas d'un ascenseur vertical classique, mais de son système de plans inclinés ou rampes de halage qui permettent aux bateaux de naviguer sur l'herbe. Cette prouesse technologique a été conçue entre 1844 et 1860 pour permettre de relier les lacs de la région de Masurie à la mer Baltique. Le problème majeur résidait dans le dénivelé. Sur une distance d'à peine 10 km, la différence de hauteur d'eau atteignait presque 100 mètres. Utiliser des écluses traditionnelles aurait été extrêmement long. Il y en aurait fallu une trentaine et aurait consommé une quantité d'eau phénoménale. Pour franchir ce dénivelé, l'ingénieur prussien Stinke a imaginé 5 plans inclinés mécaniques permettant de faire rouler les bateaux sur l'herbe. Le principe est aussi simple qu'ingénieux. Le bateau s'engage dans un bassin d'attente, il se positionne au-dessus d'un d'immenses chariots immergés sur rail, le chariot est ensuite tracté hors de l'eau et remonte ou descend la colline herbeuse sur une voie ferrée avant d'être replongé dans la section du canal suivante, libérant le bateau qui peut reprendre sa navigation. La véritable prouesse réside dans le fait que le système fonctionne sans aucune électricité ni moteur thermique. Le mécanisme utilise uniquement la force hydraulique. L'eau du canal supérieur s'écoule et fait tourner une immense roue à aubes. Cette roue entraîne un système complexe d'engrenages et de tambours qui enroulent des câbles en acier. Le système fonctionne en va-et-vient synchrone. Le poids du chariot qui descend aide à faire remonter le chariot qui monte, ce qui optimise l'énergie nécessaire. Franchement, c'est bluffant. À voir absolument. Je reprends la route pour terminer en beauté mon périple en Pologne et visiter le gigantesque château de Malbork. Avec ses 21 hectares, c'est tout simplement le plus grand château du monde et la plus grande construction en briques érigée à ce jour par l'homme. Ce géant de briques rouges a été fondé en 1274 par l'ordre des chevaliers teutoniques, un ordre religieux militaire allemand de croisée. De retour de croisade en Terre Sainte, ces moines soldats voulaient bâtir une théocratie, l'état monastique des chevaliers teutoniques, un état puissant qui contrôlerait le commerce de l'ambre et du blé en mer Baltique. Le château est baptisé Marienburg, le château de Marie en français, en l'honneur de la Vierge Marie, la patronne de l'ordre. Pour loger les centaines de moines soldats et résister à des sièges massifs, le château a été conçu comme une véritable forteresse ultra sécurisée. Cette forteresse a été en perpétuelle construction pendant près de 230 ans. Elle est divisée en 3 sections, séparées par des douves
et des ponts-levis. Le château bas est la zone technique et logistique. Il abritait les armureries, les granges, les écuries, les ateliers et même une brasserie. Le château moyen est le cœur politique et administratif de la forteresse. Ici se trouvaient les appartements du grand maître de l'ordre, un réfectoire et des salles de réception. Le haut château est le monastère fortifié à proprement parler. Il était uniquement accessible aux chevaliers et abritait l'église de la Vierge Marie et la salle du trésor. Le château de Malbork était incroyablement moderne pour son époque. Il disposait d'un système de chauffage par le sol très sophistiqué. De grands foyers situés au sous-sol chauffaient des pierres et l'air chaud était ensuite diffusé dans les salles principales du château via des trappes réglables dans le sol. Il possédait également une tour d'angle isolée qui faisait office de latrine. Elle était construite au-dessus d'un cours d'eau pour faciliter l'évacuation des excréments. Pendant la guerre de 13 ans, l'ordre teutonique à court d'argent est forcé de céder le château à ses centaines de mercenaires en guise de salaire. En 1457, les moines soldats le vendent finalement au roi de Pologne. Le château servira de résidence royale polonaise pendant plus de 3 siècles. Dans les années 30, avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, les nazis ont utilisé la forteresse comme lieu de pèlerinage annuel pour les jeunesses hitlériennes. Détruit à 60% en 1945 suite aux violents combats qui opposèrent l'armée allemande à l'armée rouge, il est aujourd'hui entièrement restauré et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visiter ce géant de briques m'aura pris presque 4 heures, coûté un peu moins de 20 € de droit d'entrée et 13 € de parking. Franchement, c'était une belle visite. Je vous la recommande vivement. Bivouac ce soir dans une clairière en pleine forêt. Demain, je reprends la route du retour. C'est donc ici que je termine ma vidéo sur la Pologne. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir les autres vidéos de mon périple dans les pays baltes ou pour visionner mes autres road trips. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.